passer immédiatement la parole à la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, pour la première carte blanche de notre journée. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonjour à toutes et à tous, et avant tout, merci beaucoup, monsieur le député, cher Benjamin, de m'avoir invité aujourd'hui. Étant un pur produit de l'éducation populaire, je le dis souvent, je ne serais pas maire sans l'éducation populaire qui a laissé peu de temps libre, dans mon temps libre, pendant plus de 15 ans. Je suis absolument ravie que des espaces comme celui-ci existent et que nous nous penchions collectivement sur les nouvelles conquêtes d'aujourd'hui et de demain pour le temps libéré. Donc merci beaucoup, avant tout pour cette initiative et de me donner la parole en carte blanche d'ouverture. Donc c'est un exercice sur lequel il est difficile d'ajuster le propos par rapport à ceux qui ont été tenus avant. Mais donc, en guise d'introduction, voilà ce que m'inspire quelle nouvelle conquête pour le temps libéré. 8 heures de travail, 8 heures de loisir, 8 heures de sommeil. Savez-vous de qui est ce slogan ? CGT. C'est le premier slogan adopté par la CGT lors de sa fondation en 1895. Et il a fallu attendre bien longtemps avant d'avancer peu à peu vers cet équilibre revendiqué entre le travail, le loisir et le sommeil. La question du temps est en effet au cœur des luttes sociales du XXe siècle. Tout au long du XXe siècle, les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux, les mouvements politiques se sont battus pour réduire le temps qu'occupait le travail dans le temps de vie global. Un combat qui a été marqué par des dates symboliques qui contribuent à notre imaginaire collectif aujourd'hui, la législation du repos dominical en 1906, l'instauration des congés payés par le Front populaire en 1936 ou encore la généralisation de la retraite en 1945. Et la réforme des retraites, tu l'as évoquée telle qu'elle est aujourd'hui imposée, montre bien combien ces acquis restent à défendre, avec un temps dédié au travail qui regagne du terrain sur le temps de vie global à grands coups de réforme des retraites plus idéologiques que bien nécessaires. À ce titre, historiquement, et même aujourd'hui, le temps libre peut apparaître avant tout comme un temps libéré du travail. Libéré, délivré, oui, mais pour faire quoi ? Pourquoi ? Dans l'histoire du XXe siècle, en tout cas, ce temps libéré a aussi ouvert de formidables espaces de développement de politiques culturelles, sportives, touristiques, mais également d'éducation populaire dès le plus jeune âge. Le temps libre n'étant plus par principe l'expression d'un privilège social, mais un temps social commun, fait alors l'objet d'appropriations politiques qui visent à l'émancipation de l'individu, de chaque personne, mais aussi, voire avant tout, à la construction de valeurs collectives et à la formation de citoyens libres et éclairés. Les exemples sont foisons, mais on peut citer les nombreuses banlieues rouges qui se lancent dès les années 1920 dans une politique volontariste de colonies de vacances municipales. Et l'arrivée du Front populaire, bien sûr, marque une accélération avec un fourmillement de mesures nouvelles en faveur du temps libre et des loisirs pour toutes et tous. La création de clubs de sport, de ciné-clubs, les centres de plein air, les auberges de jeunesse, tout ça a connu un formidable essor dans la première partie du XXe siècle. Aujourd'hui, pour des questions, de logiciel politique, et à mesure que la précarité de l'emploi s'ancre plus profondément dans la société française, les débats et les politiques sociales, y compris celles le plus soutenues par la gauche, se recentrent, en tout cas c'est ma perception, sur la question sur la question de l'insertion professionnelle et de l'emploi, avec des angles d'attaque différents, bien sûr, mais toujours autour du travail. La valeur travail est survalorisée, je dirais peut-être plus le statut travail, quand on pense à la dernière réforme du RSA, il s'agit de travailler parce que c'est bien par principe, parce que ne pas travailler c'est mal par principe, mais sans s'interroger profondément sur le pourquoi le travail est désaffecté et pourquoi la précarité s'ancre de manière plus profonde que les réponses simplistes veulent bien le faire croire. On prône collectivement l'insertion professionnelle à tout prix et la manière dont chacune peut travailler son employabilité, jusqu'aux aînés qui devront 2 ans de plus jusqu'au bout se reconvertir, se former, travailler eux aussi leur employabilité. La gauche prône encore dans tes propos, Benjamin, le travailler moins pour travailler tous, le travailler moins pour mieux partager le travail. Et le président Hollande lui-même avait fait de l'inversion de la courbe du chômage l'indicateur de réussite ultime de son mandat.
Alors je ne voudrais pas qu'il y ait de méprise ce matin, je n'ai personnellement rien contre la valeur travail. Et il faudrait être aveugle aux réalités sociales pour considérer l'emploi comme une option pour la plupart de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Mais ce faisant, dans les logiciels politiques, l'emploi, dans nos visions, tend à devenir le seul vecteur d'insertion sociale dans la société et le seul vecteur d'épanouissement personnel. Outre la question de l'exclusion des personnes privées d'emploi que cela implique, cette approche renonce à penser l'émancipation de l'individu et la cohésion sociale comme pouvant advenir hors de la question du travail. Alors même que des revendications s'élèvent sur le travailler moins longtemps parce que le travail épuise, mais aussi parce qu'il ne répond plus à la quête de sens de nombre de gens, là encore, les politiques sociales du moment peinent à y répondre. Alors que leur répondons-nous ? Parallèlement, la valeur travail, la question du travail prend de plus en plus de place dans nos politiques sociales, et parallèlement s'effrite la dimension politique des politiques culturelles, sportives et plus encore des politiques d'éducation populaire qui sont peu à peu invisibilisées. Pour parler d'éducation populaire, c'est un secteur que je connais et affectionne beaucoup. Nous sommes bien loin du temps qui nous semble aujourd'hui une carte postale dorée, monsieur le ministre, du ministère du temps libre. Les ministères du sport d'une part, les ministères de la jeunesse et de l'éducation populaire d'autre part, ainsi que leurs administrations respectives, sont mises sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale en 2021. Leurs administrations sont fusionnées. La gestion de la politique du sport est peu à peu externalisée à des agences. Le temps de loisir est de plus en plus marchandisé. De manière générale, l'État se désengage totalement de ces politiques-là. Les collectivités, quant à elles, les associations vendent leurs colonies de vacances à la mer, faute de moyens pour les entretenir, faute de flammes politiques peut-être pour les porter. Et les politiques d'éducation populaire, les politiques de loisirs disparaissent des organigrammes ministériels comme elles disparaissent des débats sans bruit. Et pourtant, tant d'inégalités augmentent dans le temps libre. Au-delà de l'accès au temps libre en lui-même, les vacances, le voyage, la culture et même la jeunesse deviennent aujourd'hui des privilèges plus que des droits offerts à chacune et à chacun. Un chiffre qu'on cite souvent, on estime qu'un enfant sur 3 est privé de vacances. Et ces inégalités dans le temps libre sont bien souvent invisibilisées. Ce faisant, ce sont autant d'espaces de développement des droits culturels, du droit à l'évasion, autant d'espaces communs où l'on fait société, dont sont privées de plus en plus de personnes. Et pour la société, c'est à mon sens une perte majeure. Où ailleurs que dans les colonies de vacances, dans les associations sportives ou culturelles, avons-nous une telle opportunité de faire vivre la mixité, l'ouverture sur le monde, de construire du commun ? Et comment vivraient les associations qui sont l'un des socles de la République sans les jeunes retraités qui les font vivre et qui seront 2 ans de moins disponibles aujourd'hui pour les faire vivre ? Pour nous politiques, laisser le temps libre comme un champ politique en friche, en adoptant peut-être par effet miroir le logiciel dominant selon lequel il n'y aurait d'émancipation que par le travail, en laissant les espaces collectifs ne se développer que dans des cercles privés, donc homogènes et forcément inégalitaires, ce serait risquer de passer à côté d'un enjeu majeur de cohésion sociale et d'émancipation collective et individuelle. Ainsi, pour nous, qui portons au cœur de notre vision de la société la justice sociale, il y a urgence à défendre non seulement le temps libéré, mais à réinvestir ce temps préservé libre comme un champ de politique sociale. Pourquoi ? Pas par plaisir, pas juste par plaisir, parce que ce sont des champs éminemment plaisants, mais parce que, j'en suis convaincue, nous avons éminemment besoin de ces politiques sociales du temps libre pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, les inégalités qui explosent, la fracture sociale, les reculs démocratiques notamment, et les bouleversements écologiques à venir, tout ça, on peut y répondre par des politiques sociales du temps libre ambitieuses. Et par ailleurs, c'est un champ extrêmement positif. Nous qui sommes si souvent la gauche au sens large à la recherche d'un imaginaire positif, on le tient là, assurément, on le tient. Alors attention qu'on se comprenne bien, là encore, il ne s'agit pas, dans mon point de vue, d'organiser une réappropriation institutionnelle de l'ensemble du temps libre. Les activités libres de toute prescription extérieure sont aussi une source d'épanouissement, de repos du corps et de l'esprit, indispensable à chacun et à chacune. Non, il s'agit en premier lieu de rechercher l'égalité et la justice dans l'accès aux offres culturelles, éducatives et de se réapproprier un espace politique qui élargisse notre vision de l'émancipation de l'individu. Alors heureusement, les initiatives ne manquent pas et ce colloque en est l'exemple et je suis personnellement ravie et soulagée que les enjeux liés au temps libre reprennent des couleurs dans nos combats politiques.
La ville de Poitiers a impulsé en 2022 les premières rencontres nationales de l'éducation populaire avec le CNAGEP, dont les prochaines se tiendront en 2024, à noter dans vos agendas. Un événement pour contribuer à cette impulsion collective, à nouveau, faire commun entre élus, techniciens, associatifs autour de l'éducation populaire, former les nouvelles générations d'élus et de cadres qui bien trop souvent ne méprisent pas l'éducation populaire et les politiques de loisirs et de vacances, etc. Ils ne les méprisent pas souvent, mais ils ne les connaissent pas. Fut un temps où tout bon politique ou tout bon cadre administratif avait fait ses gammes au CMA ou la Ligue de l'enseignement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il nous faut former et réinterroger collectivement par ailleurs le rôle que nous souhaitons donner à l'éducation populaire dans notre monde en plein bouleversement. Les propositions ne manquent pas. J'adore la proposition de Benjamin Lucas d'affecter les moyens du SNU, du Service National Universitaire, à un grand plan de revalorisation de l'éducation populaire. Rêvons d'un grand plan d'investissement public pour rénover nos centres de vacances. Ne laissons pas les derniers centres publics devenir au mieux des friches, au pire des clubs med, qui privatiseront un accès à la mer dont les enfants les plus précaires ne pourront pas bénéficier. Soutenons résolument la reconnaissance du secteur de l'animation. Renforçons les chèques vacances. Monsieur le ministre, votre héritage, rendons-les plus accessibles, ouvrons-les davantage aux seniors et encourageons le redéveloppement des politiques de soutien au départ en vacances. À Poitiers, pour finir, puisque je suis ici en tant que maire avant tout, l'une de nos premières décisions a été de mettre en place une politique vacances pour toutes et tous. Alors nous n'avons rien inventé, je reste assez humble, nous reprenons le flambeau de ce qui s'est beaucoup fait ailleurs. Mais il y avait urgence lors de notre élection en 2020, rappelez-vous, parce qu'après avoir passé des mois dans des appartements confinés, les enfants avaient grand besoin de grand air et d'évasion. Et c'est un vrai succès, cette politique vacances pour toutes et tous à Poitiers, encourageant pour toutes les collectivités qui souhaiteraient se relancer. Nous travaillons avec des associations d'éducation populaire qui, elles aussi, ont bien besoin de soutien. La première année, 150 enfants sont partis. Nous sommes passés aujourd'hui, en 2023, à presque 5000. Et la demande ne faiblit pas. Clairement, on a suscité une demande, il faut qu'on arrive à y répondre aujourd'hui. Et ainsi, nous donnons accès au plus grand nombre à un espace éducatif sans équivalent, celui de l'éducation populaire. Nous contribuons à offrir à chacune, un droit à l'évasion. Mais politiquement, nous activons aussi un levier majeur de mixité entre les publics de la ville, et un levier de cohésion sociale. Les séjours collectifs entre jeunes de différents quartiers, de différents milieux, forgent des expériences communes, créent un vécu commun et égalitaire, et sont aussi un moyen de lutter contre les tensions, contre le repli sur soi, et même, selon moi, contre l'insécurité. Alors les vacances, c'est dans 2 mois, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée de travail, et je vous donne rendez-vous à Poitiers en 2024 pour les prochaines rencontres de l'éducation populaire. Merci.